Vous êtes par ailleurs l'auteur des Corbeaux d'Alep. Ziad Majed, qui est avec nous, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, et Jean-Paul Chagnolot, directeur de la revue Confluence Méditerranée, fondateur d'IREMO. IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient avec lequel nous sommes partenaires. Écoutez tout de suite le cri de ce Syrien, un Syrien qui a rencontré clandestinement à Rastan Sofia Amara. C'est un extrait de son documentaire « Syrie dans l'enfer de la répression ». S'il te plaît, aidez-nous. Régime, Bachar, tuez-nous. S'il te plaît, aidez-nous. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté seulement. Seulement la liberté. Seulement la liberté. S'il te plaît, Sarkozy, nous sommes pauvres gens. Pourquoi faire ça, Régime? Aidez-nous, s'il te plaît. Et on va regarder ces images en contrepoint de ces milliers de personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui à Damas pour soutenir le président syrien Bachar el-Assad. On regarde ces images ensemble. C'était aujourd'hui à Damas et vous voyez cette foule de partisans du président Assad. Basma Kolmadi, qui soutient aujourd'hui encore le président Assad? On parlait tout à l'heure de la communauté alaouite, mais là vous nous disiez voilà, que toute la communauté alaouite ne soutient plus aujourd'hui le président Assad et que ce soutien s'effrite au fur et à mesure. Oui, alors la communauté mise à part, l'administration syrienne est remplie d'employés de services publics. Ces gens-là sont tous obligés de descendre dans la rue. S'ils n'y vont pas, ils sont soumis à des sanctions et des représailles. Donc il faut savoir que quand on a 50 000, 30 000 personnes dans la rue, c'est pas mal d'administrations qui sont vides, des bureaux qu'on va trouver vides par ailleurs. Les gens qui descendent dans la rue sont forcés à descendre. C'est très important. Alors, on ne va pas dire qu'il y a... Voilà, donc tous ces gens, cette masse, cette foule qu'on voit ici à Damas, ce sont des gens qu'on a obligés à descendre dans la rue. Très largement, très largement. Je parierais qu'ils sont à 90% obligés de descendre dans la rue. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le pouvoir n'avait aucun soutien dans la population. Il avait un certain soutien dans une certaine classe moyenne, chez ses employés, chez le milieu des affaires qu'il a un peu favorisé, même parfois beaucoup favorisé, avant la répression. Mais aujourd'hui, il ne reste plus rien. On ne peut pas se faire d'illusions. Aucun Syrien aujourd'hui ne peut soutenir encore ce pouvoir. Et ceux qui ne le dénoncent pas, ne le dénoncent pas par peur. Je crois ce n'est pas une caricature, ce n'est pas grossir, ce n'est pas schématiser que de dire aujourd'hui il n'a plus aucun crédit au sein de cette population. Il y a encore un facteur de peur chez certains, et c'est donc le rôle, c'est pourquoi l'action politique est avant tout, avant de parler de militaire et d'intervention, l'action politique c'est aussi de rassurer ceux qui ont peur, que ce soit le milieu des affaires, que ce soit les militaires, les gens de la sécurité. Les minorités, bien entendu, mais c'est celle qu'on cite en premier d'habitude, je cite un peu tous les autres secteurs. Le parti basse, il y a de pauvres gens qui font partie de ce parti et qui sont souvent obligés d'être encore dans ce parti parce que c'est leur emploi, c'est leur... etc. Donc tous ces éléments, il faut identifier au sein de la société toutes ces catégories qui ont besoin d'être rassurées et il faut les travailler et je crois qu'il faut que les messages soient très clairs en direction de ces communes, de ces différents groupes. Je pense que dans les situations comme celle qu'on est en train de vivre dans la Syrie, la peur joue un grand rôle au niveau des gens qui sont hésitants. Je ne parle pas de la peur qui a été brisée par les manifestants qui veulent le changement. Mais il y a des gens hésitants, soit pour des raisons confessionnelles, parce qu'ils ont peur des conséquences, soit pour des raisons économiques, soit parce que leur environnement géographique ou géopolitique, l'Irak et le Liban, ne les rassure pas trop, d'un côté. De l'autre, c'est un parti qui a à peu près 1 million d'adhérents. Il y a les administrations publiques, il y a des étudiants. Aujourd'hui, un document qui demandait, ou bien qui exigeait aux étudiants d'aller à cette manifestation était là-bas. Et c'est assez étonnant et c'est ironique, mais c'est triste qu'on voit d'un côté des manifestations bien protégées et cadrées. On voyait les hélicoptères avec un drapeau russe, chinois, pour protéger tout le monde. Et donc toute l'histoire des bandes armées disparaît et des terroristes que le régime continue à dire. Et de l'autre côté, quand il y a un groupe de gens qui décident de descendre, même avec les menaces de mort qui sont là, tout de suite on tire contre la foule et on tue des dizaines. Donc ça montre aussi tout le jeu du régime syrien et toute sa propagande mensongère.
Marie-Sora, on parlait tout à l'heure des minorités qui avaient besoin d'être rassurées. Et vous avez publié, je le disais, un article dans Le Monde, Honte aux Syriens chrétiens, des chrétiens qui ont peur aujourd'hui et qui soutiennent encore le régime d'Assad parce qu'ils ont peur. Oui, mais la peur ne peut durer qu'un temps. Là, on ne peut pas légitimer leur silence par la peur, parce que le régime est en train de couler. Comment peut-on s'allier avec un régime qui coule? Donc moi-même, je ne les comprends pas. Je ne connais pas exactement la situation des chrétiens maintenant, ce 12 octobre, mais il y a 2 mois, je sais qu'à Alep, et même à Damas, ils étaient à 85% avec lui, notamment des gros bourgeois chrétiens qui sont... enfin, il y a un monsieur que j'ai connu qui maintenant est le bras droit d'Omaher et qui contrôle tous les courriels Internet, tout ce qui... C'est un chrétien. Et puis, au sein même de la communauté chrétienne, maintenant, il y a des délations, apparemment. Donc, je pense qu'ils sont en train... Enfin, le clergé est en train... Ils ont misé sur le mauvais cheval. Jusqu'à présent, bon, il coule. Comment peut-on continuer à l'appuyer? Si on veut sauver notre peau, il faut trouver une autre solution. Il faut pouvoir dialoguer avec le clergé sunnite, le moufti. À Beyrouth, il y a eu une rencontre entre le patriarche grec orthodoxe et le moufti de Beyrouth. Il y a des petits ponts comme ça qui se tissent. Mais ce n'est pas suffisant. Le clergé se taire, mais ça suffit. Parce que là, ils sont en train de couler avec. Jean-Paul Chagnolot. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de décisif qui vient de se produire au fil de ces semaines. C'est que ce personnage que l'on voit là, et qui a su si souvent rebondir. Si on regarde, depuis qu'il est au pouvoir, depuis une dizaine d'années, il a rebondi alors qu'on le croyait plus ou moins marginalisé. On le retrouve le 14 juillet 2008 devant le défilé à Paris, voilà. Alors même que quelques temps après, il était plutôt marginalisé, après tout ce qui s'est passé au Liban. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui a plusieurs fois rebondi par le mensonge. Et qui, à chaque fois, retrouvait des formes de légitimité. Je crois que c'est terminé, ça, complètement terminé. Et sur le plan international, et sur le plan interne. C'est-à-dire qu'il est complètement nu. Un pouvoir comme ça, il est construit d'éléments de soutien sociaux, communautaires. Il est construit aussi d'une certaine forme de légitimité. Et puis, derrière ça, se camoufle le système répressif. Aujourd'hui, tout a volé en éclats, il ne reste plus que le système répressif, on le voit. Hein. Et ça, c'est à mon avis décisif. Et c'est pour ça qu'à terme, ce pouvoir, il est condamné. Il ne pourra pas revenir, rebondir. Le problème est de savoir en combien de temps et avec encore quel drame. Mais je crois que là, nous avons atteint un point de non-retour en termes de délégitimation. Et ça me paraît absolument fondamental. Et même toute l'idéologie sur laquelle le pouvoir souvent se basait dans ses discours et dans les slogans, c'est-à-dire la question de la résistance contre l'impérialisme. Maintenant, tout le monde trouve ça vraiment une blague parce que ce régime-là a souvent profité de tous les enjeux régionaux pour pouvoir négocier avec les Américains et pouvoir survivre. La question de la laïcité. On voit de plus en plus que c'est un pouvoir qui cherche un jeu communautaire et confessionnel pour briser la société syrienne, pour semer la peur et pour pouvoir rester. Certains parlent d'un risque de guerre civile. Absolument, et du chaos civil ou du scénario. Il y est. Non, je crois qu'il y est. Souvenez-vous de Kadhafi qui disait on va purifier la Libye. Enfin, c'est du même ordre, quoi. Et la troisième question, c'est la question aussi de pouvoir apparaître toujours comme le sauveur de la Syrie et de la région, l'arabité, toute cette question identitaire régionale. Tout cela est en train de s'effondrer. Les Syriens eux-mêmes, dans leur sens d'humour, la Syrie joue quand même sur un point de vue encore régional. Je pense notamment à la libération de Gilad Shalit. On a vu quand même Khaled Meshal, qui est le chef du Hamas, qui a fait des déclarations hier de Damas. Ça veut dire que Damas joue encore un rôle important d'un point de vue régional et a des relais essaye de jouer un rôle. Elle a des alliés qui sont puissants, le Hezbollah au Liban et Hamas en Palestine. Il y a l'Iran, bien sûr, qui est présent. Mais ils sont tous des acteurs assez importants. Et c'est une raison de plus pour penser qu'Assad cherche aussi, à travers ce genre de messages et ce genre de chantage, d'exister sur la scène régionale pour s'imposer à l'intérieur. La négociation de Gilad Shalit, ce soit faite sans la Syrie.
Non, ils ont joué un rôle, mais ça a commencé il y a longtemps. L'Égypte a joué aussi un rôle, Hamas surtout, mais ils veulent de nouveau inviter les questions régionales pour s'imposer à l'intérieur et se légitimiser. Noyer le poisson à Marie Sora. Oui. Jean-Paul Oui, je crois que c'est une forme d'instrumentalisation. Enfin, ce qu'il faisait, comme ça a été très bien expliqué, je crois qu'il veut absolument à nouveau instrumentaliser les questions régionales. Mais je pense qu'il vient de se passer avec Chalit et la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, prisonniers politiques palestiniens. Oui. C'est largement aussi lié à la configuration qui a changé, à l'affaiblissement de Damas. Bien au contraire aussi, on peut le percevoir comme ça. Et le rôle des Égyptiens dans cette affaire a été aussi très important. Marie Sora, pour vous, je voudrais rebondir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, ce risque de guerre civile. Et Basma Kodmani, je voudrais évidemment que vous en parliez également. Vous pensez que ce risque existe aujourd'hui, qu'il est là même? Bien sûr, c'est ce que le pouvoir cherche à faire. Mais est-ce qu'on peut déjà dire qu'on est entré dans une logique de guerre civile en Syrie? Au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Les gens s'arment de plus en plus, mais les armes sont planquées, mais ça peut arriver. On n'exclut pas ça du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que ça peut, oui. Basma Kodmani. Les armes sont présentes. Les armes sont d'ailleurs presque distribuées par le pouvoir au tout début de la révolte. Ah oui, il y avait des camions d'armes abandonnés comme ça dans les coins de rue pour que les gens achètent prennent ce qu'ils veulent. La possibilité d'acheter une arme était quasiment libre, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait acheter des armes. Un jeune que je connais qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui est un petit bourgeois est allé acheter le pistolet qu'il faut parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc on a eu dès le début des armes qui sont maintenant dans les maisons, c'est clair. La décision de passer à la lutte armée n'est pas prise. Et le Conseil national syrien dit on ne va pas dans cette direction-là. On fait tout ce qu'on peut pour éviter d'aller dans cette direction. Mais les défections de l'armée, on ne peut pas chiffrer le nombre de défections. On ne les connaît pas. Ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être plus. Oui. On ne connaît pas les chiffres. On ne connaît pas. Alors c'est certainement plus de 1000 à mon avis, c'est au-dessus de 1000. Mais les chiffres sont vraiment très très difficiles à connaître et eux-mêmes ne le savent pas d'ailleurs. Parce que quand on fait défection, on disparaît de la circulation complètement. Donc nous avons des contacts avec des individus qui nous appellent, qui ont l'air de nous appeler de la planète Mars. Hein. On ne sait pas du tout d'où ils appellent, on ne sait pas où ils sont et ils se gardent bien de nous le dire. Donc c'est très difficile. Et ces gens-là sont partis avec leurs armes. Donc il y a, notamment aujourd'hui, dans la ville de Homs, qui est soumise à un massacre absolument terrible, atroce. Il est évident que la population a sorti les armes pour protéger les maisons, les femmes, les espaces privés. Et alors, on n'est pas encore face à une confrontation armée dans les rues, mais on est certainement devant une population qui cherche à se protéger et quand elle a les armes, elle le fait. Le risque que décrit Marie Sora est réel. Le pouvoir n'attend qu'une chose, c'est son grand espoir, c'est de voir la révolte se transformer en lutte armée, parce que là, il aura toute l'attitude pour faire tout ce qu'il veut, et la sympathie internationale et le soutien vont changer de nature, c'est ce qu'il pense en tout cas. Donc c'est vraiment le souhait du pouvoir que la crise ou la révolte aille dans cette direction. C'est pourquoi nous espérons l'éviter jusqu'à le plus longtemps possible, mais évidemment ce risque est présent. D'ailleurs, c'est l'association de bienfaisance de Rami Makhlouf qui distribuait les armes. Oui, qui est le cousin de Bachar el-Assad. Oui, il a une chose d'orphelinat, de bienfaisance. Et il distribue les armes. Oui, il distribuait ou venez acheter, je vous donne de l'argent. C'est ça, quand il a dit il y a 2-3 mois, je vais céder une partie de ma fortune aux pauvres. Au fait, c'était à sa société de bienfaisance et pour que les gens achètent des armes avec. C'est ça, sa fortune allait financer une guerre civile. C'est ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, c'est une preuve par 10. Je crois que ça serait un piège terrible. Le problème, c'est que c'est un piège inévitable. Enfin, je veux dire que si... inévitable. Je n'en sais rien, mais je veux dire, moi, je serais le père de l'enfant qu'on a vu. J'aurais beaucoup de mal à pas prendre un fusil. Enfin, je veux dire, c'est quand même difficile de demander ça aux Syriens. Mais en même temps, c'est pas. Enfin, il y a une dialectique compliquée parce qu'on parle de guerre civile, mais ce serait une forme de guerre civile, mais en même temps, ça serait, pour reprendre des formules
à d'autres auteurs, la société contre l'État ou la société contre le régime. Ça serait l'appareil de répression accompagné d'un certain nombre de je ne sais qui, mais fondamentalement, c'est la société qui prendrait les armes. On serait dans un schéma quand même différent d'une guerre civile où il y a des communautés qui sont séparées. Enfin, je pense à la guerre civile au Liban, par exemple. Là, on peut parler de guerre civile. En Syrie, si on en arrivait là, je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier comme ça, c'est plus complexe. Mais cela dit, je pense qu'effectivement, le pouvoir n'attend que cela. L'appellation n'est pas adéquate. Ça se discute, mais je crois que la société contre l'État, c'est ça dont il s'agit, et un État qui est réduit, encore une fois, à son appareil répressif. Parce que même à ce niveau-là, c'est-à-dire déjà plus de 7 mois dès le début de ce soulèvement du peuple syrien. Donc on est à plus de 3400 morts, des dizaines de milliers de disparus, de blessés et de réfugiés. Et jusqu'à maintenant, cette capacité du peuple syrien à maintenir la pacificité de sa révolution est impressionnante. Donc s'il y a des individus qui commencent à s'armer pour se protéger, ça se comprend. Mais le maintien de cet aspect pacifique est une force éthique, politique et même est une force sur le terrain, parce qu'avec des armes et avec des milices non organisées, avec un chaos en général, même si c'est un soulèvement de la société contre cet état de barbarie, mais l'armée et les forces de l'air et la machine de mort et de répression aura plus de possibilités de tuer et de faire des dégâts. Donc la question et la conscience pacifique de ce soulèvement-là est maintenue et est préservée jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va continuer? C'est vraiment difficile de répondre, et peut-être oui, peut-être non, mais jusqu'à maintenant c'est impressionnant. Il faut aussi peut-être dire que le régime syrien n'arrive pas à envoyer toute l'armée, parce que quand l'armée se confronte à la population, il peut y avoir des émotions, des sentiments, de plus en plus de soldats qui désertent. Donc il est en train de choisir des troupes d'élite. La 4e division qui est dirigée par le frère, la garde républicaine et certaines forces de services de renseignement, tous par un clan de proches, pour éviter cette confrontation-là. Quand il y a des armes, ça change complètement. Le dernier mot pour vous, Basma Kodmani, très rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans les prochains jours? Organiser et structurer le Conseil, puisque c'est encore un compromis politique, mais son mode de fonctionnement est encore en cours de définition. Unifier peut-être aussi l'opposition. Il y a peut-être encore des gens qui veulent peut-être rejoindre ce CNH. Je pense notamment à Michel Thillot. Il y a des personnalités importantes, je ne les nommerai pas, qui pensent tout à fait comme nous. Qui nous disent, si nous étions à l'extérieur, nous demanderions peut-être plus que ce que vous demandez. Donc c'est avec ces personnes que nous sommes en discussion. Sachez que toute personne qui adhérera à la ligne adoptée par le Conseil, qui est clairement la chute du régime dans toutes ses structures, en commençant par la tête, ces gens-là ne peuvent pas retourner en Syrie. Donc voilà, ce sont des décisions familiales, de vie, et s'ils veulent cette position, ils devront payer ce prix. Il faut donner le temps. Beaucoup de ceux-là pensent exactement comme le Conseil. La rue demande cela. Comment voulez-vous qu'une personnalité historique, d'opposant, qui a tout le respect qu'on lui reconnaît, dise autre chose que ce que la rue demande? Et puis au bout, on l'espère en tout cas pour vous, une reconnaissance de la communauté internationale, et peut-être que la France fera le premier pas, comme elle a pu le faire pour la Libye. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24 pour parler ce soir de la Syrie. Je vous retrouve demain, 19h10, heure de Paris, pour un nouveau débat. Très belle soirée.